les moyens que j'ai à mettre sur le projet sont plus réduits. J'avais un petit peu d'économie avant, etc., que j'ai réinvesti sur le projet. Et bon, du coup, j'essayais quand même de limiter les frais. Ce qui a été intéressant, c'est que la région Pays de la Loire, en fait, a un plan de financement qui s'appelle PL2I. J'étais choqué avec quelle facilité ils se confiaient pendant les entretiens qu'on a pu faire pendant les 2 mois. Et en fait, avoir le bon angle d'attaque permet de récolter énormément d'informations, énormément de contacts. Et je pense qu'en fait, je commencerai directement par ça. En fait, avoir plus de compréhension des attentes des différentes cibles et quelle cible est a priori la plus prometteuse, ça joue beaucoup déjà sur la construction du produit. Hello Romain, Salut Donatien. comment vas-tu? Bah, ça va et toi? Écoute, ça va, tout va bien, bonne période. Du coup, l'objectif, c'est un peu de repartir sur ton parcours. On va commencer par ça. Ouais, top. Bah, du coup, enchanté. Moi, c'est Romain. J'ai un parcours école d'ingé un peu classique avec formation généraliste à l'école polytechnique. Et après, bah, du coup, des stages sur principalement des startups américaines, donc LiveRamp, Palantir, etc., bah, en data et IA. Et un petit passage 3 ans au ministère de la Santé où je faisais du pilotage de projets numériques. Et après, la suite. Bon, ça fait déjà une belle intro, c'est quand même un parcours assez exceptionnel. Explique-nous un peu Surfbody, la genèse du projet et puis comment ça t'est venu, pourquoi l'entrepreneuriat? Bah, du coup, la genèse de Surfbody, c'est qu'en fait, moi, je surfe depuis plusieurs années maintenant. Et l'idée, c'était de me dire comment je peux améliorer un petit peu ma progression en mettant un peu à profit les compétences techniques que j'ai. Et je me suis dit, ce serait vraiment pas mal d'arriver à faire de la vidéo, en fait, automatiquement pour pouvoir après analyser la prise de vagues et autres. Et donc, c'est comme ça que le projet s'est lancé. D'abord, c'était un peu en mode passe-temps. Et puis après, bah, c'est parti. Et je me suis dit, j'ai vu que ça intéressait un petit peu des amis, des camps, quand je partais en voyage, etc. Et je me suis dit, bon, bah, on peut essayer de se lancer à plein sur l'idée. Trop bien. En juillet-août, c'était quoi tes points de blocage ou les points sur lesquels vraiment tu voulais avancer globalement? Ouais. Alors, il y avait peut-être pas encore blocage particulier parce que c'était encore le début, quoi. Donc, Les c'était pas débuts, forcément la bloqué, mais genèse. s'il y avait, ouais, c'est ça. Mais il y avait effectivement, bah, le point principal, hein, c'était vraiment y voir un peu plus clair sur la roadmap long terme du projet, en fait, parce que moi, j'avais un peu une idée du produit que je voulais. Mais là, l'idée, c'était de se dire, OK, maintenant que j'ai plus de temps, que je veux industrialiser un peu un produit, il y a des coûts qui vont venir avec l'industrialisation et aussi de la perte d'agilité qui va venir de ça. Donc, j'avais envie de cibler un petit peu mieux ce que le produit allait faire à long terme, quoi. Et donc, l'idée, c'était d'avoir une étude de marché un peu plus globale avec des contacts aussi qui étaient pas forcément biaisés ni subjectifs parce qu'ils ne me connaissaient pas. Ouais, complètement. Je comprends ton point, bravo là-dessus, parce que réduire le biais quand on a Ouais. 2 pieds dedans dans le projet, on se rend même plus compte du biais concret. Un des points qui a été marrant, je trouve, c'est sympa de faire une parenthèse là-dessus, c'est que on se connaît aussi parce que c'est ma passion aussi, le milieu du surf. Et tu te rappelles au début de notre rencontre, je t'avais dit, bah, ça va pas être moi qui vais mener cet accompagnement. En tout cas, pas sur la dynamique terrain, sur les interviews, sur cette étude marché, parce que j'ai finalement un biais moi-même sans être dans le projet. Même quand on n'a pas le projet, mais comme tu le dis, ben, pour toi, hein, quand tu as en fait un pied déjà trop dans le terrain, ça te met forcément un prisme qui est un peu particulier. Et c'est sûr que sur ça, Antoine nous a énormément apporté. Et puis la capacité aussi la possibilité qu'on avait de quand même échanger avec Antoine assez souvent et en fait d'avoir son regard neuf et quand même d'avoir des échanges avec une vision un peu plus complète ou un peu différente de notre côté, mais aussi vachement biaisée du coup. Je trouve que ça faisait un jeu qui était super intéressant et vachement plus riche. Trop bien. Quand tu es arrivé en juillet-août, tu avais différentes offres. Il y avait aussi ce point-là, différentes cibles possibles. Est-ce que tu serais capable là, de te redire qu'est-ce qui t'a convaincu au début de bosser ensemble? Enfin, je pense que c'était un ensemble de facteurs. C'était pas vraiment. Enfin, je pense pas que j'ai eu un moment où je me suis dit, ah, c'est absolument comme ça qu'il faut faire. Mais je pense que déjà, j'ai vu un peu les offres qu'il y avait sur votre site, etc. et le wording autour de l'offre entrepreneur. Et je pense que je me suis dit, ah, ça colle bien avec la problématique du moment. Et donc, au moins, déjà, c'est un cabinet qui comprend un petit peu les problématiques et au moins les a vécues ou en tout cas arrive bien à en parler les problématiques d'un lancement de projet entrepreneurial. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on avait parlé, il y avait eu un très bon fit humain et moi, je trouve que c'est quelque chose d'important pour aussi bien travailler et pouvoir se dire les choses. Et après, le dernier point, c'est peut-être quand vous avez présenté la méthode avec laquelle vous vouliez avancer et que vous m'avez partagé aussi les éléments, enfin, en gros, la structure du Notion, etc., les points qu'on allait voir pendant la mission. Je me suis dit qu'en fait, c'était exactement, de façon formalisée, exactement ce que j'aurais voulu que la mission fasse sans l'avoir aussi bien formalisé moi-même avant. En plus de ça, on peut peut-être faire une petite parenthèse là-dessus. Tu es rentré dans un contexte comment dire, de financement public.
Tu peux peut-être en dire un mot parce que je pense qu'il y a des entrepreneurs qui se lancent, n'ont pas toujours les budgets pour. Si on peut parler un peu argent, je pense que ça en intéressera certains. Oui, tout à fait. Du coup, et effectivement, moi, en fait, j'ai lancé le projet aussi dans un cadre un peu particulier parce que j'étais fonctionnaire, du coup, donc je suis en disponibilité. Donc, disponibilité de la fonction publique, ça veut aussi dire pas de chômage. Donc, ça veut dire que forcément, les moyens que j'ai à mettre sur le projet sont plus réduits. J'avais un petit peu d'économie avant, etc., que j'ai réinvesti sur le projet. Mais bon, du coup, j'essayais quand même de limiter les frais. Et ce qui a été intéressant, c'est que la région Pays de la Loire, en fait, a un plan de financement qui s'appelle PL2I, qui permet d'accompagner les porteurs de projets en subventionnant une partie des dépenses. Et donc, du coup, c'est dans ce cadre-là que je pouvais faire cette mission. Et en fait, l'intérêt aussi, c'était que la mission, en fait, elle était double. Il y avait un aspect étude de marché qui était le cœur de la mission, le plus gros de la mission, mais aussi une partie étude technique complémentaire qui s'incluait dans la mission, qui permettait aussi d'analyser le produit que j'avais prototypé pour voir le hardware. Voilà, exactement. Le hardware, voilà, ça, vraiment électronique, mécanique, etc. Un peu de robotique, en gros, quoi, pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'enjeu de sécurité ou autre, en fait, sur ce produit-là, pour pouvoir passer dans une phase d'industrialisation un peu plus sereinement, quoi. Super. Comment ça s'est passé concrètement si on prend, je pense on a vraiment pu démarrer, notamment avec le côté PL2I fin août. Comment ça s'est passé là, on est début novembre, mi-novembre. Comment ça s'est passé? On a commencé en fait avec une partie compréhension plus creusée du projet. Donc là, il y avait un Notion en gros que vous m'aviez partagé où il fallait remplir plein d'informations sur la vision actuelle que j'avais du projet, des clients, des cibles, etc., des personas. Et après ça, on s'était fait un petit kick-off avec Antoine, justement, on avait repris tout ça. Et après, en fait, ça a itéré, hein. C'était plusieurs entretiens, un petit point pour voir un peu est-ce que les entretiens étaient alignés avec nos hypothèses, est-ce que ça remettait en cause, comment on faisait évoluer ça pour trouver d'autres directions et qu'est-ce qu'on voulait creuser et en fait approfondir dans les prochains entretiens. Et on a répété ça sur une 10-15aine d'entretiens à peu près. Mais du coup, à partir de novembre, il y avait la restitution qui, moi, après, m'a permis de mettre un petit peu déjà en place les premiers retours et surtout d'intégrer toute la roadmap que vous avez fournie à la fin avec pas mal d'options, etc. Trop bien. Essayer de repartir, je pense que c'est un des points. On a essayé de travailler ensemble pour que tu aies un côté actionnable sur cette étude de marché. Repartir avec des insights le moins biaisés possible. Ouais, c'est ça. Il y a un des points que moi, j'ai vraiment particulièrement apprécié sur la restitution. Bon, alors évidemment, hein, déjà, le fait que c'était bien fondé, bien argumenté par rapport à tous les entretiens qui avaient été faits avec tout un cheminement intellectuel qui était logique et partagé entre nous. Donc ça, c'était vraiment génial. Mais le point que j'avais pas forcément vu pendant tout le process, c'est qu'en fait, à la restitution, les actions qui étaient proposées pour la suite, donc étaient très actionnables et surtout, en fait, elles étaient aussi par étape, par palier. Et donc, en fait, c'était pas fais ça et dans 3 ans, ça ira mieux. C'était plutôt tu peux tester ce petit truc pour valider que cette idée-là peut marcher, etc. Et donc, en fait, il y avait pour chacune des visions un peu plus long terme, il y avait des points en regard qui étaient des capacités à tester rapidement si oui ou non ces points avaient du potentiel pour pas se faire des tunnels trop longs sur des sujets qui en fait n'avaient pas d'intérêt, peut-être pas d'intérêt à plus long terme. Et donc ça, je trouvais que c'était aussi vraiment pas mal d'avoir cette capacité d'avoir en fait des pistes pour creuser rapidement, et valider rapidement les pistes de solutions qu'on avait identifiées. Trouver finalement la bonne granularité d'effort par rapport au niveau d'incertitude pour au fur et à mesure, on aime bien dire de réduire le risque du projet. Réduire le risque, ça ne veut pas dire travailler pendant 6 mois comme un fou sur quelque chose pour être surpris au bout de 6 mois. C'est peut-être au début travailler que pendant quelques semaines, puis pendant 1 mois, puis pendant 2 mois, et au fur et à mesure augmenter la confiance qu'on a dans la réussite du projet, quoi. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui t'a surpris, que ce soit positivement ou en moins bon sur ces 2 mois? Ce qui m'avait surpris aussi, c'est ce que je venais de dire à l'instant, c'était vraiment les recommandations. Déjà, plusieurs pistes, toutes très pertinentes et avec des timelines un peu, avec des jalons qui permettaient de réduire le risque et effectivement au fur et à mesure de l'avancer dans les différentes options. Ça, je pense, c'était vraiment les risques, les points les plus positifs et la rapidité aussi et puis tous les échanges qu'on a eus. Ce qui m'a surpris en moins bien, après, c'est pas lié vraiment à vous. Ouais, en fait, c'était les biais que je pouvais avoir qui étaient basés sur en fait quelques gens que je connaissais et qui généralisaient peut-être pas forcément très bien en termes de profil. Comment ça t'a servi pour avancer là? En gros, si tu te fais un rollback de te dire, OK, il s'est passé 3 mois, sur quoi tu te dis j'ai avancé finalement? L'étude en global m'a fait beaucoup avancer sur en fait quelle était la cible finale du projet. Et en fait, ça a beaucoup d'impact. Le premier impact, c'est déjà sur la construction même du produit, en fait. Parce que ça veut dire que le produit que je vais construire,
les priorités que je vais mettre sur la construction en termes de facilité de mise en place, de qualité d'image, de réactivité, de calibration, etc. Tout ça, c'est lié aussi à la cible que je vise. Et donc, en fait, avoir plus de compréhension des attentes des différentes cibles et quelle cible est a priori la plus prometteuse, ça joue beaucoup déjà sur la construction du produit. Après, d'un point de vue aussi très pratique, ça joue sur les priorisations que je fais sur les prochains mois. Ok, super intéressant. C'est un peu cette notion des fois qu'on essaye d'expliquer, c'est qu'il y a des pivots parfois sur les cibles et il y a des pivots parfois sur le produit. Toi, tu es venu nous voir en ayant déjà en tête plusieurs offres, d'ailleurs assez complémentaires. Et j'ai l'impression que cette étude de marché, elle te permet d'affiner en fait tes stratégies aussi bien de mini pivot ou d'adaptation, aussi bien sur la partie cible que sur la partie produit et offre, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Ouais. Trop bien. Si une question qu'on aime bien poser, c'est si tu as un entrepreneur que tu rencontres comme ça qui te demande des conseils pour son projet, ça peut être un projet tech, un projet entrepreneurial, qu'est-ce que tu lui dirais sur Lindo? Plus sérieusement, je dis a priori foncez. Hein. Après, il faut qu'il en parle avec vous et que ce soit sur quelque chose qu'il ait des besoins sur lesquels vous puissiez être pertinent, parce que vous, en fait, vous avez une très bonne vision du périmètre que vous savez très bien faire et du périmètre qui n'est pas vraiment votre cœur de métier. En fait. Il s'interroge sur la cible, quel est son marché, quelles doivent être ses priorités pour la suite, etc. Là, je pense que ça vaut absolument le coup de parler avec vous. Et pour le coup, pour avoir parlé un petit peu avec les autres cabinets, les démarches, etc., tout était beaucoup plus long. Je recommanderais à fond Leando, c'est que ça a été super, super rapide et super efficace. Ok, trop super intéressant. Si tu devais refaire ce projet, tu ferais quoi de différemment? Bah, je pense que si je devais recommencer le projet, j'appliquerais juste plutôt la méthode Leando. C'est-à-dire que je partirais beaucoup plus vite sur des appels avec l'approche un peu plus étude que sales en fait directement, parce que j'avais déjà fait des appels, des contacts, etc. Mais je ne les faisais peut-être pas assez de façon prospective et vraiment étude. Et en fait, avoir le bon angle d'attaque permet de récolter énormément d'informations, énormément de contacts. Et je pense qu'en fait, je commencerais directement par ça. Ouais, ça j'ai envie de dire, entrepreneur, écoutez Romain, comprenez qu'il faut en fait trouver à la fois avant tout une cible, comprendre son problème, comprendre ses spécificités avant de construire un produit. Et c'est tout l'enjeu d'une bonne étude de marché avec pas trop de biais. Et ça permet de mettre aussi en regard l'intérêt qu'il peut y avoir sur un produit par rapport à toutes ces autres priorités, en fait. Parce que même le fait que quand je leur parlais ou quand je les appelais, ils me disaient oui, ça peut m'intéresser. Bah, en fait, vu qu'on n'avait pas parlé de leur vie de façon complète, oui, ils avaient peut-être de l'intérêt pour le projet, mais pour ce produit-là, en tout cas, mais peut-être pas autant et ni autant de peine que pour d'autres points qu'ils ont au quotidien, quoi. Et c'est vraiment cette vision plus globale, en fait, que je pense que je n'avais pas assez industrialisé au sens de l'affaire assez globale ni assez fréquente avec plein de gens que je ne connaissais pas et vraiment en mode d'étude sans parler du projet. D'ailleurs, quand on apporte un peu cette dynamique de solution, des fois, les personnes par bienveillance ou en effet par intérêt peuvent dire que ça les intéresse. Mais potentiellement, ce qu'ils ne vont pas dire, c'est qu'en fait, c'est la priorité numéro 14 dans leur liste de priorités. Et c'est tout l'enjeu, réussir à en fait comprendre s'il y a des priorités plus douloureuses, plus urgentes, plus reconnues aussi de la cible qu'on vise. Parce que le moment où il faudra vendre, en fait, si c'est priorité numéro 14, il y a de fortes chances qu'il n'y ait jamais de paiement ou qu'il n'y ait jamais d'utilisation parce que justement, la personne va chercher à résoudre ses 13 priorités avant, quoi. C'est ça. Un des points qu'on nous remonte souvent, c'est oui, mais est-ce que 10 interviews, ça va suffire? C'est vrai que 10, parfois, c'est un chiffre qui peut paraître faible. Toi, c'est quoi ton retour d'expérience là-dessus? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous dit justement 10 interviews, c'est trop faible? Bah, l'intérêt aussi, c'est que ce n'est pas 10 interviews à la suite, puis on reparle. En fait, là, c'était aussi vraiment quelques interviews, un petit point ensemble, une analyse des interviews, puis quelques autres interviews, etc. Donc, en fait, ça permettait déjà, même avec 10 entretiens, de faire 3-4 points d'itération un peu en se disant, OK, qu'est-ce qu'on veut prioriser un petit peu maintenant? Et en fait, en 2-3 appels, s'ils sont bien choisis aussi, hein, c'est sûr que si c'est 3 fois la même personne, c'est pas très intéressant, et en fait, avec 3 entretiens, on arrivait à avoir pas mal de matière pour refaire un petit point et dire, OK, c'est quoi la suite? Et en faisant ça 3-4 fois, on arrive autour d'une dizaine d'entretiens, en ayant fait quand même à chaque fois des jalons et des étapes et des itérations qui étaient quand même assez intéressantes. Et au bout d'un moment aussi, ce qu'on voyait quand même, c'est que rajouter des entretiens dans la même étape,
ça apportait pas vraiment plus d'infos. En fait, c'était un peu des redites, etc. Et donc, on aurait pu en faire 20, mais à la fin, on n'aurait pas eu beaucoup plus d'infos sur les 15 suivants, alors qu'ils auraient pris beaucoup de temps. Et donc, c'était mieux d'en faire un petit peu moins et d'itérer plus souvent. Et donc, en fait, c'est vraiment cette idée de peu d'interviews, peut-être, ça peut sembler peu, mais si c'est bien fait avec des bonnes étapes et des bons interviews et des bonnes itérations dessus, en fait, ça permet d'avancer assez vite avec beaucoup d'infos quand même. Et bien distinguer sur cette dynamique-là le côté qualitatif, justement, on est sur la partie qualitative, VS, la dynamique quantitative, et je crois que c'est un des points qu'on t'a recommandé pour la suite sur une autre partie de ta cible, c'est de potentiellement avancer un petit peu sur du quanti. Pour mettre les deux en parallèle, je pense que c'est le bon point. Trop bien, merci Romain pour tous ces feedbacks, cette belle aventure depuis le début. Et bravo pour l'agilité, on va dire, que tu as par rapport à ta vision de départ, savoir prendre, OK, il y a des interviews, il y a du quanti, il y a du quali. Je vais réussir à adapter ma stratégie sur mon produit, sur ma cible, d'avancer ensemble. Et puis plaisir à vraiment partager. Et merci et bravo à vous aussi, parce que les entretiens n'ont pas tous été faciles. Et réussir à en sortir, ouais, c'est ça, une étude aussi structurée à la fin et avec des recommandations aussi pertinentes et claires, c'était pas, c'était pas donné. Donc bravo pour la méthode et l'efficacité. C'était aussi un très grand plaisir d'avancer tous ensemble. Top, top. Romain, bon On va après-midi. appeler. À très bientôt. Merci toi aussi. Ciao, ciao.